On va parler de l'actualité internationale. Vous êtes vice-président de la Commission des Affaires étrangères et l'actualité internationale, elle est évidemment marquée par la mort de Yahya Sinwar, le chef du Hamas, qui a été tué hier par l'armée israélienne. Est-ce que c'est un tournant dans la guerre pour vous ? Je pense que c'est en tout cas un marqueur fort. C'était certainement annoncé, prévu, ça allait arriver. On savait qu'Israël était déterminé à arriver à cet objectif. J'espère qu'effectivement ça va permettre le fait que les otages vont être libérés, qu'un cessez-le-feu que nous réclamons depuis longtemps maintenant soit opéré pour qu'on puisse construire effectivement une paix. Maintenant, il ne faut pas oublier, le président de la République l'a rappelé, il y a la Cisjordanie, il y a aussi des comportements de colons qui n'aident pas. Donc si on veut retrouver la paix, il faut penser aussi que ce n'est pas uniquement en tuant des gens qu'on va avoir la paix. Derrière, il faut pouvoir organiser justement une vie. Mais pour vous, la mort de Sinwar, elle doit marquer la fin de la guerre ? Je pense que Benyamin Netanyahou, il n'a plus de raison de faire la guerre maintenant ? Mais la question aujourd'hui se pose, c'est quel est le but ? Donc il y a un moment, il faut quand même dire, les buts de guerre étaient affichés, des gens qui avaient provoqué le 7 octobre, donc on y est. Ceci étant, il y a toujours des otages et il faut négocier, il faut réussir à trouver une issue maintenant. Mais ça passe par un cessez-le-feu. Lors du sommet européen qui avait lieu hier à Bruxelles, Emmanuel Macron il est revenu sur ses propos où il disait estimer que Benyamin Netanyahou ne devait pas s'affranchir des règles de l'ONU et ne pas oublier que son pays a été créé par une décision de l'ONU. Emmanuel Macron il a parlé de propos déformés. Est-ce que néanmoins il a mis à mal la diplomatie française avec ses propos ? D'abord, il a bien dit que ses propos étaient déformés, tronqués, donc il faut quand même revenir un petit peu à ce que dit le président. C'est justement ça, ce qu'on cherche à faire, c'est déformer les propos, créer des polémiques, hystériser un débat, élever les gens les uns contre les autres. Notre pays n'a pas besoin de ça. Et l'image de notre pays, c'est d'être unis. Donc quand on a le chef de l'État qui rappelle, je pense qu'il s'exprime suffisamment sur le sujet, je crois que venir faire parler le chef de l'État, ça pose quand même un problème dans notre façon de faire. On va parler de la question des ingérences étrangères. Notre journaliste Jonathan Dupriez a réalisé un reportage de 26 minutes. Il est à voir demain à 18h30 sur notre antenne. Il s'intitule « Ingérences étrangères des élus pris pour cible » dans lequel on apprend à travers plusieurs histoires comment des sénateurs, des élus locaux arrivent dans le viseur de puissances hostiles à l'Hexagone. Vous en faites partie, Olivier Cadic. On va en parler tout de suite avec Jonathan qu'on accueille. Bonjour Jonathan, bonjour merci beaucoup Jonathan de nous rejoindre. Je le disais, votre reportage Ingérence étrangère des élus pris pour cible, c'est à voir demain 18h30 sur notre antenne. On va voir évidemment des extraits avec vous Jonathan. D'abord, un point de sémantique, de quoi on parle concrètement quand on parle d'ingérence ? Alors c'est vrai que les ingérences étrangères, on en entend beaucoup parler, mais on ne sait pas forcément ce que c'est. Moi, je ne brosse pas un tableau exhaustif de ce que sont les ingérences étrangères, sachant que c'est une menace multicanale qui prend des formes très diverses, mais je m'intéresse simplement à celles qui touchent les élus, les parlementaires, les élus locaux. Et donc une ingérence politique, là je vous donne la définition que le contre-espionnage français m'a donnée. J'ai pu rencontrer la DGSI pour ce documentaire. Eux, ce qu'ils disent, en fait, c'est que ça veut dire que des États malveillants essayent par tous les moyens d'influer sur l'action d'un parlementaire, infléchir une prise de position, empêcher un vote, s'arranger pour qu'on vote ou non quelque chose. Et c'est une nuance très importante avec le lobbying. Ce qui différencie une ingérence du lobbying, c'est que tout ça se fait par des moyens cachés, dissimulés par une puissance étrangère et dans le dos, évidemment, de l'élu et bien sûr de l'État qu'il est censé représenter. Donc l'objectif, évidemment, c'est de modifier la prise de décision de ces États sur un temps très long. Des services de renseignement étrangers travaillent sur un temps très long. C'est des choses qui ne sont pas très brutales, pas très visibles, donc très insidieuses sur un temps très long. Et évidemment, c'est le péril derrière ça est immense parce que ça atteint notre souveraineté nationale. Et donc, je vous le disais, tous les coups sont permis, à commencer par l'espionnage cyber. Oui, ça paraît un peu... tous les coups sont permis, ça paraît un peu facile, mais c'est exactement ça. Et donc, l'une des
des grandes questions, c'est comment les parlementaires peuvent se protéger de l'espionnage cyber. Et donc on est avec vous, Olivier Cadic, en Pologne, un forum économique, une sorte de Davos des pays de l'Est, à Karpacz. Et vous nous disiez, dans votre chambre d'hôtel, toutes les précautions que vous étiez souvent amenés à prendre. Regardez cet extrait, on en parle après. S'il se méfie des humains, Olivier Cadic se méfie surtout des machines. Cet ex-entrepreneur du domaine cyber a appris dès les années 90 à ne pas sous-estimer ces mouchards en puissance. Alors partout où il se déplace, il applique rigoureusement le même protocole. Au niveau de la tablette, elle est toujours dans une pochette protégée. C'est-à-dire qu'avec cette protection, vous ne pouvez pas passer à côté et puis venir télécharger les données. Quand je me reconnecte au Wi-Fi tout de suite, ce que je fais, c'est que je me connecte au VPN. C'est un système Virtual Private Network, donc qui va en fait se connecter à un endroit. Donc là, par exemple, quand je suis connecté, en fait, je suis pas connecté en Pologne. En ce moment, je suis connecté en France. Je peux même choisir en France où je veux me connecter. En France. Tac. Toutes les agences de sécurité vous diront vous avez un outil qu'il ne faut pas perdre, c'est celui-là. Voilà, donc parce que tout est dessus et tout le monde le sait. Donc c'est effectivement ce qui est la cible pour tout le monde, c'est de vous piquer votre portable. Ces précautions réduisent considérablement les risques d'être espionné, mais sont pourtant loin d'être infaillibles. Si ça se trouve, en ce moment, sur mon appareil, j'ai un outil qui écoute ce que j'en dis. Ça, c'est tout à fait possible. Olivier Cadic, on l'a vu, mais d'où vous vient cette conscience d'être une cible en permanence ? Quand j'ai créé mon entreprise à 20 ans, c'était dans le domaine de l'électronique et je travaillais beaucoup pour les systèmes d'armes. Et à l'époque, c'était la guerre froide. On n'avait absolument pas le droit de communiquer avec l'autre côté. On était responsable des ordinateurs. Si on les vendait à quelqu'un et qui se retrouvait de l'autre côté du mur de Berlin, j'étais responsable, je pouvais aller en prison. Donc c'est une forme de sécurité. J'ai vécu cette période-là. Le mur de Berlin est tombé. Et là, on a pu aller de l'autre côté. Et là, j'ai vu très vite, quand je suis allé en Russie, dès le début des années 90, qu'on pouvait taper à ma porte de chambre pour voir si j'avais besoin de rien. Donc j'ai bien compris qu'il fallait pas ouvrir la porte à tout le monde. Et Olivier Cadic, ce qu'il faut peut-être rappeler, c'est que vous avez un mandat un peu particulier. C'est que pour les gens qui ne savent pas forcément, c'est que vous êtes sénateur des Français établis hors de France. Mais au Sénat, en fait, ça veut dire que c'est le monde entier, en fait, votre circonscription. Est-ce que ça, justement, ça vous expose particulièrement le fait de devoir voyager tout le temps, finalement, à la rencontre de vos électeurs ? Absolument, donc j'en suis à 553 déplacements, donc ça m'a donné quand même un certain regard sur ce qui se passe. Et effectivement, quand vous rencontrez aussi bien des présidents, des ministres, des parlementaires, mais aussi notre communauté, donc vous êtes au cœur de l'information, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai des capteurs partout, donc qui me renvoient de l'information, donc je suis parfois au courant, même avant certains, de quelque chose qui va se passer, parce que donc, les gens le savent, et donc forcément, ils s'intéressent à ce qu'on peut faire, qui on peut rencontrer et ce qui peut être dit. Il y a aussi donc une question, là on était en Pologne avec vous, donc la Pologne c'est l'Union européenne, c'est pas là forcément que le péril est le plus grand, mais parfois quand vous allez dans des pays qui sont un petit peu moins accueillants, est-ce que vous avez aussi d'autres précautions que vous mettez en place pour vous protéger par exemple? Est-ce que, je sais pas, faire en sorte que votre chambre d'hôtel soit pas visitée? Est-ce qu'il y a d'autres choses, pas forcément qu'en matière cyber, mais qui vous alertent à ce moment-là? Évidemment, encore une fois, c'est simplement de la prévention. Maintenant, en face de moi, quand je suis à l'étranger, les services ont des moyens très importants. Donc, effectivement, c'est de la prévention. On ne laisse pas les documents, même dans le coffre. Donc ça sert à rien. Donc on sait qu'on doit garder sur soi les documents. On les laisse à la résidence de France. C'est pour ça que c'est quand même sécurisant pour moi quand je peux dormir à la résidence plutôt que dans un hôtel. Donc je sais que là au moins mes affaires, il n'y aura pas de problème. Donc effectivement, ce sont des précautions supplémentaires qui peuvent être prises. Et en matière cyber aussi, vous me le racontez dans le reportage, vous prenez des précautions immenses aussi parce que vous avez été vous-même hacké. Racontez-nous en quelques mots ce qui s'était passé. Oui, c'est avec le groupe APT31. Je fais partie de l'AIPAC, l'interparlementaire sur la Chine, début 2021. Donc les services chinois ont envoyé
donc une sorte de mail avec un hameçonnage pour pouvoir créer un contact direct. Et ils ont envoyé ça à tous les membres de l'AIPAC, semble-t-il. Et donc on était à peu près 130 dans le monde entier. Et ensuite, ça dépend de ceux qui ont ouvert le mail, de ceux qui ont téléchargé l'image qui était dans le mail, donc qui ont ouvert la porte, j'ai envie de dire, en fait, à une attaque cyber. Certains n'ont pas ouvert cette porte, parfois par chance. Et puis d'autres, se sont fait avoir. Mais nous avons appris ça par le FBI. Et ici, pour les parlementaires français, c'est quand même ça qui nous a posé un problème. C'est que c'est pas par nos services, alors qu'eux étaient informés par le FBI, que nous l'avons appris. Et justement, dans votre reportage, Jonathan, vous développez cette affaire APT31, une cyberattaque chinoise qui a donc visé des élus, dont des sénateurs. C'est ce que vous disiez en fait. Donc c'est une attaque à grande échelle entre 2021 et 2024 dans laquelle plus d'une centaine de parlementaires de 14 pays ont été espionnés par l'État chinois. Dedans, on trouve donc 7 parlementaires français, dont vous, Olivier Cadic, mais aussi par exemple l'actuel ministre de l'Éducation nationale Anne Genetet ou alors l'eurodéputé François-Xavier Bellamy. Il y a aussi un ancien sénateur Renaissance qui s'appelle André Gattolin. Donc tous étaient membres de l'AIPAC que vous venez de mentionner. C'est une interparlementaire, une association interparlementaire sur la Chine, qui travaillait en fait sur plein de sujets assez sensibles qui embêtent beaucoup l'empire du milieu. Je vous dirais, ça va de la persécution des Ouïghours aux différends avec Taïwan, au soutien du mouvement pro-démocratie à Hong Kong. Et donc ils sont devenus gênants à mesure que cette association s'est fondée. C'était en juin 2020 quand elle a été créée. Et donc la Chine s'est dit, tiens, on va essayer de les hacker. Et regardez cet extrait avec André Gattolin justement. La Chine passe aux actes. Début 2021, 10 000 courriers électroniques malveillants arrivent sur des boîtes mail, dont les messageries des élus et collaborateurs de l'AIPAC. Au Sénat, le mail d'André Gattolin est piraté. Quand vous cliquez sur le mail, il y a 5 images qui s'ouvrent automatiquement. C'est les mails à ouverture rapide, c'est-à-dire une attaque par des images qui comportent un pixel qui télécharge des logiciels espions, ce qu'on appelle des chevaux de Troie. Sur le coup, je me rends compte naturellement de rien. Plus de 3 ans s'écoulent jusqu'au 25 mars 2024. Ce jour-là, le département de la justice américain, avec le FBI, publie un long communiqué révélant, photo à l'appui, l'identité de 7 hackers impliqués dans l'attaque. Les Américains offrent aussi une récompense, jusqu'à 10 millions de dollars, pour toute information permettant de les localiser. Le mode opératoire d'APT31 est bien connu des spécialistes, comme la chercheuse Christine Dugouin-Clément. Vous pouvez collecter des éléments à fin de chantage pour que finalement quelqu'un ne prenne pas la décision, ne vote pas ou soit absent d'une manière qui va tout à fait vous arranger, par exemple. Ça vous permet d'avoir à peu près l'ensemble des cartes. C'est comme si vous voulez jouer au poker et que vous avez un miroir derrière chacun des joueurs. Vous savez à peu près ce qu'ils ont en capacité de jeu. Et selon le cas, vous pouvez même avoir quelqu'un sous la table qui va vous glisser la carte qui fonctionne bien. Ça veut dire, Olivier Cadic, que pendant des années, la Chine a pu possiblement tout savoir de vos activités. Est-ce que les parlementaires sont suffisamment protégés ? Les parlementaires ne sont pas protégés. C'est un des vrais sujets dont il va falloir parler. Je m'en suis ouvert au président du Sénat, à la présidence du Sénat. On n'a aucun outil. Les hauts fonctionnaires ont des outils, ceux qui sont à l'étranger ont des outils. Nous sommes exactement comme chaque personne. On a effectivement des produits grand public. Donc évidemment, ça aide, ça favorise, je veux dire, ces attaques. C'est certainement quelque chose dont il va falloir parler parce que, évidemment, plus on va avancer, plus les gens vont se rendre compte de ce qui se passe. Et encore une fois, il faut que chacun soit conscient que lorsqu'on part à l'étranger ou lorsqu'on rencontre parfois des parlementaires ou des diplomates étrangers, c'est qu'eux-mêmes peuvent agir pour
des intérêts qui sont contre ceux de la France. Olivier Cadic aussi dans le documentaire, on l'a pas vu dans cet extrait, mais on rappelle que la France, les services de l'État étaient potentiellement au courant de cette affaire dès 2022, alors qu'elle n'a été révélée qu'en mars 2024, ce qui voudrait dire que pendant 2 ans, vous auriez pu être espionné, en tout cas à votre insu, et alors que les autorités françaises le savaient, sans qu'elles vous préviennent. Pourquoi la France, à la différence des États-Unis ou du Royaume-Uni, qui eux condamnent fermement la Chine dans cette affaire, pourquoi la France n'ose toujours pas dire que c'est la Chine? Je pense que, vous savez, je vais vous donner un scoop. Hier, lors du conseil d'administration de l'AFD, pour la première fois, je pense, donc une demande de prêt qui concernait un équipementier chinois ne sera pas financée par l'AFD. Et le Trésor a expliqué toutes ses réticences aujourd'hui à financer ce type d'entreprise. On y va progressivement, je pense. Cependant, je crois que le président de la République est quand même assez courageux dans l'approche, parce qu'à 48 heures de la venue de Xi Jinping, recevoir chez lui le Premier ministre en exil du gouvernement tibétain et l'ambassadeur de Taïwan en France, ça montre que quand même on sait démontrer qu'on est indépendant encore et qu'on ne se laisse pas tout imposer par la Chine. Mais on n'ose pas le dire quand même, on n'ose pas nommer. Par peur de créer du trouble, de créer des incidents diplomatiques avec une Chine avec laquelle on doit quand même composer, faire des affaires. Quand vous dites on n'ose pas le nommer au niveau de l'exécutif. Ouais. Par contre, au niveau du législatif, au niveau du parlementaire, je pense qu'on est assez clair, on est assez direct. Et j'en profite puisque André Gattolin passait là dans l'émission, pour saluer tout son travail. Et quand il était ici dans cette maison, il a été vraiment un animateur de ce travail justement d'information et de prise de conscience sur ce qui est en train de se passer. Et Jonathan, vous montrez aussi que ces ingérences sur les élus, elles ne visent pas seulement les parlementaires, elles visent aussi les élus locaux. C'est un levier possible pour les puissances étrangères malveillantes? Oui, c'est un levier tout à fait intéressant pour des puissances étrangères, parce que des élus locaux, alors on peut avoir l'impression qu'ils sont beaucoup plus loin du jeu politique national, qui sont peut-être moins influents, mais c'est vraiment en trompe-l'œil, parce que des élus locaux, alors la décision politique est de plus en plus décentralisée, déconcentrée, et donc les élus locaux, ils ont quand même beaucoup de pouvoir localement, et ce sont aussi souvent des figures assez écoutées, assez implantées, assez respectées. Donc c'est des cibles tout à fait intéressantes, et surtout que les services étrangers travaillent sur le temps long. Donc là encore, il faut se dire, c'est ce que la DGSI appelle la cultivation. C'est qu'on prend contact en fait avec un élu local pendant des années en espérant qu'il devienne un élu national de premier plan. Et donc on attend finalement que ce pari soit gagnant sur le temps très très long. Et donc c'est peut-être, je dis bien peut-être parce que on explore un cas à Talent en Côte d'Or. Donc c'est peut-être ce qui s'est passé à cet endroit-là. En tout cas, un élu, un maire adjoint est parti en Russie en tant qu'observateur indépendant, alors qu'aucun observateur n'avait été mandaté par la communauté internationale. Donc je ne sais pas si on peut voir un extrait. Allez, on va voir l'extrait. Eh bien, on regarde. J'ai vérifié auprès du ministère des Affaires étrangères et de la préfecture, c'est finalement comment se déroule une élection en Russie. Et là, vous apprenez que, par exemple, une enveloppe dans un bureau, ça n'existe pas. Ce qui fait que tous les Russes qui se présentent dans un bureau de vote, on voit pour qui ils votent. Donc forcément, il y a une pression extérieure pour avoir le bon bulletin. Le maire prend alors connaissance de plusieurs interviews accordées par Cyril Gaucher à des médias russes, notamment la chaîne RT, financée par le Kremlin et bannie de l'Union européenne. Ce qu'on peut dire vraiment, c'est que l'atmosphère est apaisée. On sent véritablement, alors que ce soit au sein des équipes qui tiennent les bureaux de vote, ça me rappelle vraiment ce que je vis en France. On voit des gens qui s'expriment très librement, qui ont une parole véritablement libre. Dans les propos qu'il tient, il joue sur le fait d'être un élu de la République. La France, pour la plupart des Russes, c'est le pays des droits de l'homme, c'est le pays de la liberté, c'est le pays de la démocratie. Et c'est un élu de la République qui finalement tient des propos absolument incohérents, en tout cas ahurissants par rapport à la situation réelle que subissent les Russes aujourd'hui. Olivier Cadic, je reprends un mot d'une audition de Nicolas Lerner, l'ancien DGSI devant l'Assemblée nationale, qui disait accepter de servir de caution à un processus prétendument démocratique et transparent revient à franchir un cap en termes d'allégeance envers le pays concerné. Est-ce que c'est encore plus grave quand on est un élu d'aller cautionner, accepter de montrer sa fonction, de servir de sa fonction pour un régime autoritaire?
Alors, certains vont dire que c'est de la liberté d'expression. Simplement, si ce monsieur avait fait l'inverse et était allé... c'était un Russe qui prenait une position complètement inverse, comme ça, il serait en prison en Russie. Donc ce monsieur, ce qu'il fait, effectivement, c'est qu'il collabore. Il collabore avec un régime qui n'est pas un régime démocratique, qui fait semblant que le vote se passe. Et tous les gens qui vont venir aller dans le sens en disant « oui, le vote se passe bien, c'est tout à fait démocratique », eh bien en fait, ils participent. Donc j'ai envie de dire que c'est juste un idiot utile de ces régimes-là. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils les appellent. Merci beaucoup, Jonathan. Merci. On rappelle que votre documentaire « Ingérence étrangère des élus pris pour cible », il est à voir demain à 18h30 sur notre antenne. Un reportage passionnant qu'on conseille évidemment à tous nos téléspectateurs et qui sera après disponible sur notre site internet. Merci beaucoup, Jonathan. Merci. On termine en parlant de l'actualité dans nos régions. On va aller à Nancy. On retrouve Mickaël Demeaux. Bonjour Mickaël. Merci d'être avec nous. Directeur des éditions de Meurthe-et-Moselle et de la Meuse, l'Est républicain. Vous allez revenir sur un sujet sénatorial. C'est une commission d'enquête voulue par des sénateurs socialistes sur le scandale des eaux en bouteille. Et à Vittel, on est inquiet. Oui, bonjour Monsieur Olivier Cadic. Alors à Vittel, à Vittel dans les Vosges, que connaît très très bien votre confrère centriste Jean Ingray, cette commission de l'eau décidée par certains sénateurs socialistes inquiète de nouveau. Alors ma question est très simple et rapide. On n'a pas le Doliprane, on a cette affaire de l'eau qui revient sur le devant de la scène. Alors est-ce que tout ça n'affaiblit pas l'image, encore une fois, de la France à l'extérieur ? Je pense que ce qu'il faut, c'est veiller à ne pas l'affaiblir, justement, l'image de la France. Donc, il faut travailler sérieusement sur nos difficultés. Il faut effectivement protéger notre industrie, qu'elle soit pharmaceutique. Il faut s'assurer que l'eau est de bonne qualité. Mais il faut faire très attention dans la façon dont nous parlons de nos difficultés, parce que justement, c'est ce qui est utilisé par les ingérences étrangères pour tous ceux qui veulent nous affaiblir. C'est de dire, regardez, justement, la France ne s'en sort pas. Elle a plein de problèmes. Donc, effectivement, il y a un rapport sénatorial qui vient, une mission qui vient de produire un rapport. Ce travail me semble très sérieux. Il fait des recommandations, il alerte. C'est le processus démocratique. On doit être fier d'être capable de dire que nous avons des problèmes. On travaille dessus. Mais par contre, il faut faire attention dans la façon dont on appréhende ces problèmes, parce que justement, il faut penser toujours à notre image à l'étranger et que les autres nous regardent. Merci. Donc cette commission est une bonne chose, pardon. Pardon ? Donc cette commission est une bonne chose. Je pense que c'est notre travail de contrôler l'action du gouvernement, et nous sommes dans notre rôle, dans le domaine, ce que je fais dans le domaine de la cyber, comme ce que font mes collègues là dans le domaine de l'eau. C'est tout à fait notre rôle. C'est le propre d'un système démocratique où le Parlement vient évaluer l'action du gouvernement, fait ses recommandations, et l'exécutif, je l'espère, va suivre et en tenir compte. Merci Mickaël, merci beaucoup Mickaël d'avoir été avec nous. On regarde la une de l'Est républicain, les Ukrainiens menacés d'expulsion. On en parlait au début de cette émission, Mickaël. Ce sont ces Ukrainiens qui reçoivent des avis d'expulsion parce que jugés pas assez intégrés. Merci beaucoup. Merci Mickaël d'avoir été avec nous et merci Olivier Cadic.